Salut les devins, c'est Saikyo. Quel plaisir de pouvoir vous proposer ma review de cet épisode 109-110, double épisode spécial d'environ 1 heure de Dragon Ball Super, qui bien sûr a mis en scène le combat Goku contre Jiren, la nouvelle transformation de Goku, beaucoup de choses dont on doit se parler aujourd'hui dans cette vidéo là. Avant ça, je vous remercie énormément pour votre accueil pour ma vidéo d'hier soir. Elle marquait un petit peu mon retour de congé, de vacances. Vous m'y avez envoyé énormément de soutien et en très peu de temps, on avait déjà atteint les 1000 likes, ce qui est vraiment énorme. Je vous en remercie du fond du cœur. Et j'ai aussi eu beaucoup de questions de votre part en me disant pourquoi telle vidéo n'est pas là ou telle vidéo n'est pas encore sortie. Tout simplement parce que je rentre de congé et petit à petit, je remets la chaîne à jour. Je ne vais pas tarder à vous proposer les spoils DBS épisodes 111, 112, 113, 114. Je vais vous proposer la review du chapitre 28. Les vidéos Boruto vont aussi arriver. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu pour recommencer comme d'habitude et avec aussi de nouvelles idées qui arrivent. Du coup, sinon, ce double épisode, oui, je sais qu'en fait, c'est plutôt 2 épisodes distincts, le 109 et le 110. Vous m'excuserez, mais moi je vais en parler comme étant un seul épisode, un double épisode 109-110. D'ailleurs, sur la télévision japonaise, Fuji TV, il n'y a pas eu 2 fois l'opening pour marquer le début de l'épisode 110. Ils ont tout mis d'un coup. C'est après sur les sites de diffusion comme Crunchyroll, Funimation, etc. sur lesquels ils ont fait le découpage. Je préférais préciser ça avec vous. Et du coup, quoi vous dire à part que je me suis senti comme si j'avais 12 ans, en tout cas pour la deuxième moitié d'épisode. Parce que justement, si vous voulez, le défaut d'en parler comme étant un seul épisode, c'est que la totalité de l'épisode va se prendre les honneurs pour sa deuxième moitié qui était totalement épique et exceptionnelle. Mais par contre, le truc, c'est que si vous regardez que l'épisode 109, alors il y a la fin, le dernier tiers d'épisode qui est cool parce que c'est déjà du Goku contre Jiren. C'est toute la phase de Goku qui se transforme, qui tente de power progressivement, qui démarre le Genkidama machin. Mais une grosse partie de l'épisode 109, c'est quand même Goku contre Ribrianne. Et c'est ça qui fait un petit peu tâche dans l'épisode, même s'il fallait bien quelque chose pour introduire les combats et faire un petit peu de transition. Donc c'est vrai que si vous voyez 2 épisodes distincts, vous allez vous dire que le 109 était plutôt bon mais rien de fou, et que le 110 était totalement cinglé, un truc de malade. Alors que si vous voyez les 2 épisodes comme un tout, un petit peu comme moi, vous allez avoir une très bonne impression générale et le combat Ribrianne ne vous restera pas trop en mémoire. Et du coup, parlons-en rapidement de ce combat Goku-Ribrianne. On a quand même eu quelques trucs sympas, comme par exemple la révélation, même si j'ai trouvé que les mots utilisés n'étaient pas bien clairs, et pourtant j'ai eu les sous-titres officiels de Crunchyroll USA avec mon abonnement, etc. D'ailleurs, le site Crunchyroll a totalement planté hier soir, parce qu'il y avait trop d'Américains et peut-être d'autres personnes venant de l'étranger comme moi qui essayaient de se connecter dessus. Cet épisode est complètement fou, il y a même des gens qui s'en foutent un petit peu ou qui s'en foutent totalement de Dragon Ball Super, qui ont voulu voir cet épisode-là, parce que ça leur est parvenu. Un petit peu comme quand il y a un énorme match de boxe, même quelqu'un qui se fout de la boxe va peut-être le regarder parce que tout le monde en parle. Et c'était vraiment cet effet de cet épisode-là, même si ces personnes ont dû être un petit peu déçues en voyant la grosse bonbonne rose qu'est Ribrianne. Même si Goku félicite un petit peu ses pouvoirs, elle a quand même rien de fou, en tout cas jusqu'à présent. Et je vous ferai noter qu'elle n'a pas été éliminée de ce ring du tournoi du pouvoir. Sachant que je vous ai présenté sur la chaîne il y a quelques jours un calendrier Dragon Ball Super, un produit officiel 2018. Et la 12e page, la dernière page de l'année tout simplement, il y a du Jiren, du Vermoon machin. Et il y a aussi Ribrianne sur la page la plus importante entre guillemets du calendrier. Et elle est toujours là, aux côtés de Damon de l'univers 4, etc. Et je vous avais dit, et maintenant ça me conforte dans mes idées, que si Ribrianne ne se fait pas éjecter face à Goku, dans cet épisode 109-110, c'est que les scénaristes ont un rôle bien défini pour elle et plus important que les autres. Et franchement, je pense que cette hypothèse-là se confirme. Pourquoi est-ce qu'elle est restée sur le ring? On aurait très bien pu s'en débarrasser. Donc il y a forcément quelque chose de prévu pour celle-là. Et ça m'étonnerait, à part s'ils sont cons, qu'elle se fasse éliminer sur une claque de C18, comme ça en se croisant. Je pense qu'il y aura vraiment un truc, j'arrive pas à le déterminer sincèrement, mais je pense qu'il y aura un truc avec ça. En tout cas, Ribrianne veut devenir une sorte de déesse dans son univers, en tout cas c'est son vœu, auprès de Super Shenron. Alors le vœu a l'air ridicule, en quelque sorte, une déesse de l'amour, je sais pas trop quoi, avec en plus LS qui valide le truc, bon. LS, petite déception, pour le moment j'en attendais beaucoup plus. On a un seul dieu féminin, c'est-à-dire une déesse de la destruction. Pourquoi est-ce qu'on ne l'exploite pas plus? Bon, le peu qu'on en a vu dans le manga, avec ses poses à la Cléopâtre, elle demandait si elle était belle, machin, ça donnait un petit peu plus de fond au personnage, mais ça durait 2 cases, donc je peux pas juger. Mais dans l'animé, pour le moment, LS, c'est quasiment 0. Mis à part lever le bras, taper des poses et parler de l'amour et de la beauté, ça va pas plus loin, et c'est vraiment dommage. Elle manque vraiment de caractère, de prestance, et même si son design est super cool, j'adore vraiment, le charisme ne suit pas, c'est un petit peu dommage. Alors qu'il suffirait d'une meilleure écriture du personnage pour que le charisme soit là. Et derrière, on en apprend un tout petit peu plus sur le vœu de Goku. Et du coup, je sais pas pour vous, peut-être que ça vous a semblé insignifiant, mais j'ai eu l'impression qu'on a eu 2 messages un petit peu cachés les uns après les autres. Derrière le vœu ridicule de Ribrianne, j'ai compris un message de la part des scénaristes. Alors peut-être que je me plante, mais comme quoi, c'est vraiment possible que Super Shenron fasse de vous un dieu. Alors que moi, j'aurais plus imaginé que, bon, on sait que les Kaioshin naissent de l'arbre Kaiju, idem pour les Kaio, pour les Makaioshin, machin.
Les anges, on sait qu'ils sont créés par le grand prêtre, ou alors que c'est leur père, enfin quelque chose comme ça. On sait que les Akaishin, ils peuvent être des mortels qui sont promus au poste de Akaishin, donc du coup on se rend compte qu'il y a soit un ordre naturel des choses pour la naissance des dieux, ou alors qu'il y a des procédures bien définies pour nommer un dieu comme un Akaishin. Du coup je me dis que si Ribrianne voulait se faire nommer dieu de je sais pas quoi, enfin déesse pardon, ben je trouve qu'en soi ça perturbe l'ordre naturel divin. Je ne sais pas, peut-être que les dieux s'en foutent qu'il y ait un autre mortel qui puisse s'auto-proclamer déesse, mais moi ça me fait penser à des cas particuliers comme ceux de Freezer. Ça voudrait dire que Freezer en possession des Super Dragon Ball peut se promouvoir dieu et pourrait demander à être le dieu suprême de tout. Je ne vois pas où est le problème du coup. Même si on se dit que les Zeno doivent avoir une certaine supériorité sur Super Shenron, mais petit à petit j'ai l'impression qu'on nous passe le message que bon, ça peut peut-être le faire. Et derrière le deuxième message, c'est toujours au niveau des vœux avec celui de Goku. Alors déjà, même si ça n'a rien de hypant, j'ai trouvé que c'était cool, que Goku pense à Chi-Chi et à ses enfants. Mais bon, son instinct est quand même vite revenu, et derrière, en tenant cette espèce de morceau de Kachi-Kachin, soi-disant incassable, bon, on a vu que c'est cassable par tout le monde, j'ai trouvé ça cool que Goku observe cette pierre, la fasse briller, machin, c'était assez intéressant. Et Goku nous révèle alors qu'il pourrait demander à affronter un nouvel adversaire encore plus fort, du jamais vu, machin. Alors là, vous allez me dire que je cherche loin, vous aurez pas tort, ne vous inquiétez pas, c'est pas une prédiction quoi que ce soit, mais voilà, c'est vraiment ce qui m'a frappé en voyant l'épisode, c'est que de voir Goku tenir ce morceau de Kachi-Kachin, un métal ayant été formé par le Daishinkan lui-même, donc par un être, on va l'appeler de supra-angélique, on va dire ça comme ça, vu qu'il est au-dessus des anges en quelque sorte. Du coup, j'ai senti le message comme si les scénaristes nous disaient, bon là, on est sur des combats qui s'approchent ou vont pas tarder à dépasser les niveaux de dieu de la destruction, et prochaine étape, un niveau de type ange. Enfin, je sais pas, c'est bizarre à dire, c'est plus une intuition qu'autre chose, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé bizarre derrière, à la suite de ça, ben, c'est l'espèce de fusion de l'amour de Ribrianne avec Sankaesu. Bon, elle laisse tenir le bâton, mais on ne nous a pas montré si elle l'a donné à Sankaesu ou si elle aussi le tendait vers Ribrianne, ce qui serait vraiment cheaté. Petite mention spéciale, parce que rappelez-vous, plusieurs semaines en arrière, on nous avait dit que Ribrianne, Sankaesu allaient fusionner, et au final, ça ne s'est jamais produit. Et on s'était dit que bon, ça devait être une mauvaise interprétation des mots, ça devait pas être forcément une fusion, mais plus une union en termes de combat, etc. Je vous avais déjà tout expliqué sur la chaîne. Ben, peut-être que les spoils n'étaient pas si faux que ça, étant donné qu'on a eu une sorte de fusion de l'amour. Moi, je l'ai perçu comme ça. C'est quand même les pouvoirs avec ce bâton, la rose, de l'amour qui ont été un petit peu transférés comme du ki, parce qu'au final, Ribrianne s'est fait pousser des ailes et a dit qu'elle était super Ribrianne. Et Goku a bien dit qu'il a senti son ki augmenter. Donc c'est bien beau de la jouer avec l'amour, mais il y a quand même une augmentation du ki. Et ça, même si l'amour est un très beau sentiment, mais ça arrange pas le compte de Goku. Et aussi, petite chose que je voulais vous dire, c'est dès que j'ai vu ça, ce bâton sorti, LS qui le tient et tout, et que le pouvoir part vers Ribrianne, je me suis dit c'est bon. Le Genki-Dama, tout le monde va pouvoir donner son énergie, Krillin, Tenchin Han, tout ce que vous voulez, et ça n'a pas manqué parce que c'est ce qui s'est produit ensuite. On va en reparler après. Bon, en tout cas, c'était le plus gros du truc que j'ai remarqué par rapport au combat Goku-Ribrianne. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, l'animation était plutôt sympa, les dessins avaient rien de fou en cette première partie d'épisode, les attaques toujours pareil dans l'amour, machin, etc. Et là, a commencé à s'amorcer justement la transition vers le combat Goku contre Jiren. Avec Goku et Seiji Blue qui s'en prend directement dans le dos à Ribrianne. Dommage qu'il l'ait pas foutu KO, quelque chose comme ça, mais en tout cas il s'est relevé à ça. Difficile de trancher parce que Goku en Seiji Blue a une totale et parfaite maîtrise de son ki, et donc de sa force, donc Goku n'a pas forcément tapé Ribrianne à pleine puissance. Mais quand même, Ribrianne a résisté assez facilement à un coup dans le dos de Goku et Seiji Blue, donc c'est quand même pas mal. Et derrière, toujours les bras croisés, on a le fameux Jiren, qui attend, qui est en train de conserver son énergie, mais les regards se croisent entre Goku et Jiren, et on a eu une scène qui était assez prévisible quand on avait regardé la preview, de Vermouth qui va passer en espèce de télépathie avec Jiren, une phase assez cool qui rappelle les discussions un petit peu comme ça entre Gohan et Piccolo. C'est ce genre de technique un petit peu psychique qui est très peu utilisée dans Dragon Ball de manière générale. Rappelez-vous récemment dans la série, il y a quelques semaines ou même quelques mois, on avait vu le retour de l'entraînement mental. Mirai Trunks l'avait aussi fait une fois il y a un an en arrière dans l'arc Goku Black. C'est ce genre de choses que j'aime beaucoup, mais malheureusement c'est très peu exploité. Je pense que c'est juste Toriyama qui n'a pas forcément envie de forcer là-dessus. Je comprends, ce sont ses envies. En tout cas, moi je m'en servirais un petit peu plus. Ça donne un petit côté pimenté à l'action, au combat, etc. Et ça donne une nouvelle dimension, parce qu'il y a ce qu'on voit, les combats physiques, et il y a ce qu'on ne voit pas forcément, le combat un petit peu psychique. Dommage que ça soit pas trop mis en avant. Bon, en tout cas, tout le combat s'amorce et tout le monde sur le ring s'arrête pour voir ce combat-là. Un petit peu comme nous, on avait le souffle coupé, on attendait que ça démarre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Jiren power up et déploie son ki. Et comme nous l'avait dit les spoils, eh bien le ki de Jiren accable tous les autres combattants sur le ring du tournoi du pouvoir. Mais bon, je vous avoue que je m'attendais quand même à un petit peu plus, parce que si je vous montre les images, on voit par exemple que Shansa ne bouge pas, il a pas l'air trop affecté. On voit que les autres croisent les bras, mais ils sont pas non plus emportés dans le vent, vous voyez. On voit en haut à gauche de l'image que Hit ne bouge même pas.
Donc est-ce que Hit est suffisamment puissant pour résister à ça? Donc vous voyez, il y a quand même des trucs un petit peu bizarres par rapport à ce Jiren, mais une chose très importante que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le power-up de Jiren n'a pas été un power-up à l'ancienne, un petit peu comme un Broly, un Goku Super Saiyan 3, un Trunks, etc., qui vont se mettre à crier pendant des minutes et des minutes comme des fous avec les muscles qui gonflent, etc., les cheveux qui changent ou je sais pas quoi. Là non, le power-up de Jiren a été immense, mais il a été quasi instantané, ça a pas duré longtemps, hein. Vraiment, on n'était pas du tout sur un power-up de type classique dans Dragon Ball, de type Saiyajin si vous voulez. Donc bien sûr que c'est moins classe que de voir quelqu'un crier machin comme un cinglé, mais tout en le faisant de manière assez sobre, ça me fait penser que Jiren a une maîtrise complète, ou du moins quasi complète de son ki, de son énergie, et voilà pourquoi il n'a pas forcément besoin de power-up pendant des heures ou des, je sais pas quoi, des minutes, pendant des heures comme un fou pour atteindre un certain niveau. Et si vous regardez bien, le SSJ Blue permet d'avoir une maîtrise de soi, et à chaque fois où Goku power-up en SSJ Blue, il ne reste pas à crier pendant des heures non plus. Donc vous voyez, il y a cette histoire de maîtrise, je pense qu'elle est assez intéressante. Même Beerus est étonné et dit, est-ce vraiment un seul mortel qui dégage autant d'énergie? Et pourtant Jiren est loin d'avoir envoyé le maximum qu'il peut faire. Après, petite parenthèse, je ne vais pas vraiment ouvrir de débat entre qui est le plus fort, Beerus, Jiren, machin, mais par contre je voudrais faire le point sur une chose, c'est de bien comprendre que d'après ce qu'on peut deviner, la plupart des Akaishin étaient des mortels à la base. Et j'ai vu beaucoup de gens dire ouais c'est la honte, les dieux se font ridiculiser par des mortels, machin, etc. Ben en quelque sorte non, c'est un mortel qui d'une manière ou d'une autre a acquis un stade de dieu, et un autre mortel arrive à des niveaux de puissance similaires à ceux de Beerus ou autre. Donc qu'un mortel puisse égaler un autre mortel, ça me surprend pas, c'est pas comme si Jiren avait le niveau d'un ange, vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, et là s'est lancée une scène à laquelle je ne m'attendais pas, et j'en avais même parlé en vidéo, je vous avais dit je ne pense pas vraiment que Goku va utiliser toutes ces transformations pour tester Jiren. Au final, ça s'est passé, et quand je vous explique sur la chaîne que je suis content quand je me trompe sur mes prédictions ou sur mon avis, ben là c'est le cas. Vraiment, parce que moi je m'attendais à ce que Goku fonce direct en SSJ Blue, parce que Jiren est une menace trop importante, machin, et au final, même si Jiren est resté droit et ne bougeait pas, au final il absorbait les coups, limite, après il esquivait vite fait, voilà, mais sans plus quoi, ça lui faisait pas de mal, mais en tout cas on a quand même vu un Goku passer de la forme normale, il a même tenté d'attaquer un Kamehameha comme ça en forme normale, et il y a une espèce de barrière naturelle autour de Jiren qui a dévié la vague de ki de Goku. En SSJ1, Goku frappe sur Jiren, ça ne fait rien. En SSJ2, Jiren ne bougeait pas, mais on a eu un petit peu cette phase bizarre où le cou de Jiren a bougé. Je pense pas qu'il faut percevoir ça comme ouais, Jiren peut se faire avoir par un SSJ2. Je pense qu'il faut comprendre ça par le fait que Jiren est lui aussi en train d'adapter son niveau de puissance et de défense par rapport à la puissance de Goku. Les deux sont en train de se jauger, même si Jiren est quand même plus sur la détente et en mode relax. Bien sûr, derrière, il n'y aura pas de SSJ3. C'est dommage parce que j'aime beaucoup le visuel du SSJ3 et j'aurais bien aimé le voir apparaître dans ce tournoi du pouvoir, mais c'est trop consommateur d'énergie, enfin d'endurance plutôt, et du coup Goku, très intelligemment, ne l'a pas fait. Et il est passé au SSJ God qui est un bien meilleur compromis. Et Goku le SSJ God n'a pas l'air de se retenir, et bien Jiren les bloque avec une seule main. Et le bloque même avec un seul doigt. De mémoire, même Beerus n'a pas fait ça contre Goku si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, toujours dans cette escalade de puissance, bon à la place de Goku, je me serais inquiété. Parce que si le SSJ God ne fonctionne pas, le SSJ Blue n'est pas censé fonctionner des masses non plus. Rappelez-vous, dans le chapitre 27, Beerus a très bien dit à Vegeta que selon lui, selon Beerus, le SSJ Blue n'était qu'un très léger power-up par rapport au SSJ God. Et que le SSJ Blue maîtrisé, vous savez la forme du SSJ Blue qui est une exclue du manga pour le moment, et bien que celle-ci était encore un léger power-up du SSJ Blue mais rien de plus. Normalement, si le SSJ God ne fonctionne absolument pas et que vous êtes bloqué d'un seul doigt, ne vous attendez pas à ce que le SSJ Blue marche. L'écart de puissance entre les deux transformations n'est pas si énorme que ça. Bon, en tout cas ce qui était bizarre, et je n'arrive pas à comprendre ça, pourquoi est-ce que Goku est repassé en forme normale pour se transformer en SSJ Blue ? Alors qu'il est déjà passé du SSJ God au Blue, on l'a vu, et normalement ça ne pose strictement aucun problème de passer du God au Blue. Bon, en tout cas c'est juste un petit souci de mise en scène, peut-être qu'il y a une explication, mais en tout cas moi je ne la vois pas. L'animation était très très bonne à ce moment-là de l'épisode, c'est vrai que c'était très variable, je pense que vous avez dû remarquer, aussi bien la qualité du dessin que de l'animation, mais il y avait vraiment une grosse équipe qui était là pour travailler sur cet épisode-là, avec des personnes plus ou moins expérimentées, avec même des stars de l'animation japonaise et d'autres qui sont beaucoup plus lambda, on va dire, même si la animation avait mis vraiment le paquet sur le staff en charge de l'équipe, mais voilà, il y avait un petit peu de tout. Et en fait, je pense que vous le savez déjà, mais les mecs là, ou les femmes des équipes d'animation, ne bossent pas tous ensemble sur chaque morceau d'épisode. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'ils se séparent les morceaux d'épisode, ce qui fait que vous allez vous dire, mais merde, pourquoi pendant les 5 minutes, il y avait un style visuel si vous voulez, un style de dessin, et entre 5 et 10 minutes, il y avait un autre style, et à la fin de l'épisode, ça a encore changé. Normalement, votre œil doit vous alerter qu'il y a des différences un petit peu bizarres, c'est justement dû à ça, parce que ce n'est pas la même personne qui fait l'animation et les dessins du début à la fin. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'on perd en homogénéité. Si vous comparez le début de combat Rebrian Goku
à la toute fin du combat Goku nouvelle transformation face à Jiren, vous allez voir qu'il y a d'énormes différences. En qualité mais aussi en style, ça c'est clair. Bon, en tout cas, je poursuis. Et maintenant, on a eu un affrontement, je vous parlais de boxe tout à l'heure, digne de boxeur, entre Goku et Jiren. Les deux se font face. Vraiment, j'ai senti le côté badass du truc. Le côté, quand Toriyama il a envie d'envoyer et de créer des scènes cool, il les fait. Et je me suis dit que ce mec-là était tellement cool dans sa tête qu'il arrive à nous pondre ce genre de choses et ce genre de scènes. Alors que pourtant, le mec n'a pas 20 ans, je vous le rappelle. Il est pas vieux, mais il est quand même de la génération de mes parents, vous voyez ce que je veux dire. Et en tout cas, bon, on a eu vite fait une explication entre Kai et Vermoon nous disant que ce combat Goku contre Jiren, avec un Goku à pleine puissance, n'avait pas d'intérêt en soi, mais que si l'on réfléchit bien, c'était nécessaire quand même, étant donné que Goku est un combattant reconnu par tous les mortels de tous les univers comme étant très fort, et que si Goku perd, eh bien l'espoir disparaîtra de chez tous les univers. C'est une très bonne idée de leur part. Mais vous avez bien remarqué que Margarita leur a dit de ne pas trop être sûr de cette idée-là, et on a vu par la suite, on a vu qu'une fois que Goku avait été mis KO après le Genkidama, les autres univers n'étaient pas forcément désespérés, en tout cas ils n'avaient pas perdu leur courage et ils allaient tous se taper contre Jiren. Donc je pense quand même que la stratégie de Vermoon était bonne, mais qu'elle a échoué. Une stratégie peut être bonne et ratée tout simplement et bêtement. Et derrière, bon, s'enchaîne le combat, encore une portion de combat d'animation assez épique. Goku se fait maltraiter, je ne peux pas le dire autrement, par Jiren. Il s'échange des coups, Jiren bloque tout, il esquive tout. On voit que Jiren est loin d'être à fond parce que Goku arrive à esquiver quelques coups, mais il s'en prend des tonnes quand même. Jiren l'attrape par les pieds, le fait tourner, le balance dans les rochers. Goku est forcé d'utiliser le Kaioken mélangé au SSJ Blue. On ne nous dit pas à quel moment Goku utilise le Kaioken x10, x20 ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il nous a été confirmé que Goku était en Kaioken x20. Et allez, si je devais trouver un petit défaut à cette portion d'épisode-là, c'est tout simplement le fait que je n'ai pas senti de différence visuelle entre le SSJ Blue Kaioken x10 et Kaioken x20. Ce qui est un petit peu dommage, j'aurais aimé voir apparaître un petit peu comme à l'ancienne. Goku, quand il utilisait le Kaioken, à différents niveaux, son corps évoluait, un peu plus musclé aussi, des veines qui pouvaient apparaître, il y avait la transpiration qui apparaissait sur son front, il était très essoufflé, machin. Là, ces effets-là de perturbation du corps, des muscles, des os, de tout ce que vous voulez, je ne l'ai pas senti. Et c'est un petit peu dommage parce que ça aurait ajouté un certain confort visuel à l'épisode. Mais bon, le combat en reste tout à fait exceptionnel. Jiren reste maître de ce combat-là. J'ai bien aimé quand Goku Kaioken et Jiren passent en travers de tous les combattants qui les regardent comme ça, comme des cinglés, en disant mais c'est quoi ces deux monstres et tout. Et nous on est là spectateurs, on se fait emporter de plus en plus dans l'épisode. C'est pas là où j'ai senti le climax, le top de l'épisode, mais à partir de là, je commençais un petit peu plus à être inclus dedans, à me sentir emporté par l'épisode, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, toutes les tentatives d'attaque de Goku sont vaines. On a même une petite scène assez drôle, et ça a été très remarqué sur les réseaux sociaux, là où Jiren pose son pied sur le dos de Goku, qui est à genoux, la tête contre le sol. Et ça, beaucoup de gens pensent que c'est, regardez, je vous affiche à l'écran, la Toei qui se serait moqué de certains fanarts, comme par exemple celui de Goku Nouvelle Forme, qui fait mettre pied à terre à Jiren et qui pose un pied sur ses épaules. Et du coup, la Toei Animation aurait voulu s'amuser et leur montrer à ces gens qui font des fanarts que la Toei maîtrise tout ce qu'elle fait. Donc vous avez peut-être raison. Après, j'essaye de relativiser, de me dire aussi que faire un épisode, ça demande énormément de temps et qu'un épisode est très largement prévu à l'avance. Donc oui, peut-être que pour une toute petite portion d'épisodes comme ça, la Toei aurait pu s'amuser à la refaire, à redessiner autre chose pour se moquer un petit peu des fanarts, mais je me demande si les gars ont vraiment que ça à faire de perdre leur temps avec ça. Bon, pourquoi pas après tout. Et en tout cas, Jiren attrape Goku par les cheveux, tel Vegeta qui a attrapé Goku Black et SSJ Rosé. Jiren lui fout un coup énorme en plein milieu de son corps. Et normalement, c'est aussi à ce niveau-là que le ki est canalisé, vous savez, dans les arts martiaux asiatiques, etc. Donc je pense que ce coup-là, Goku l'a senti énormément passer. Bien sûr, derrière, une vague de ki. En plus, j'aime bien la tonalité des couleurs un peu orangé, rougeâtre du ki de Jiren. Je trouve ça assez intéressant, c'est pas juste un rouge basique. Et derrière, Goku tente de revenir à la charge, encore en mode Kaioken. Là, on a l'impression que Goku power up. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il est passé en Kaioken x20, mais comme je vous ai dit, on n'a pas vraiment de repère visuel pour le comprendre. L'aura n'est pas vraiment intensifiée plus que ça, n'est pas forcément plus épaisse autour de lui ou quoi que ce soit. Donc bon, en tout cas, une chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que la fameuse Kale, là, la fille Broly, tout ce que vous voulez, elle s'est faite one-shot par Jiren, par une attaque de ki. Alors que Goku, même SSJ Blue, je vous rappelle que beaucoup de monde pensait que Kale était supérieur à Goku SSJ Blue, tout ça parce que le Kamehameha de Goku n'avait pas fonctionné sur elle, etc. Sincèrement, je pensais, et je pense toujours, que Goku est très largement supérieur à Kale, même en SSJ Blue, sans Kaioken. C'était juste les circonstances qui faisaient que Kale avait pris ce coup-là, on avait vu énormément de fumée se dégager d'elle, et même si c'est vrai que Kale avait été prise par surprise par Jiren, mais regardez le nombre d'attaques auxquelles Goku arrive à résister face à Jiren, et l'autre s'est quand même fait one-shot, surprise ou pas surprise, elle s'est faite one-shot, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, elle est tombée au sol, elle était complètement KO. Là, malgré les attaques de ki, les attaques physiques, etc.,
Goku il est toujours là, bien présent. Et d'ailleurs un truc très intéressant, c'est que même si Goku s'est fait malmener, c'est qu'il est loin d'avoir démérité durant tout son combat, il a fait preuve d'un énorme courage. Moi j'étais là, je revoyais le Goku enfant, le Goku ado, le Goku jeune adulte, jeune père de famille, jeune marié, machin. J'ai vu dans ma tête toute sa vie défiler et me dire, le personnage en est arrivé là, et c'est tellement cool de le voir se battre encore, et qu'il y a des scénaristes, qu'il y a Toriyama, qu'il y a des gens voilà, qui travaillent, la fameuse Dragon Ball Room, les équipes de la Shueisha, de la Toei, tout ce que vous voulez, qui nous créent de belles histoires autour de ce personnage-là, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, donc, une fois que l'on nous révèle officiellement par la bouche de Whis que le Kaioken x20 est déjà utilisé, eh bien Goku se lance. Au passage, ça me rappelle forcément énormément le combat de Goku sur Namek face à Freezer. Rappelez-vous la discussion avec Kaio quand on lui a dit non mais Goku peut passer en Kaioken, etc. Et Kaio lui dit non mais il y est déjà. Et en fait c'était désespéré face à Freezer. Et que s'est-il passé à l'époque face à Freezer quand le Kaioken maximal n'a pas tenu? Eh bien tout simplement il y a eu le Genki-Dama. Sauf qu'à l'époque Goku avait un petit peu rusé pour tromper l'œil de Freezer, même si c'était un petit peu gros quand même, mais bon, on va dire que oui. Et là Goku, direct, il lève les bras, Genki-Dama, il lui dit je vais te montrer mon attaque spéciale, ma carte maîtresse, très exactement. Et Jiren regarde, l'autre il lève les bras. Ben, si vous voulez, j'ai compris que Jiren, un petit peu comme l'ont décrit Krillin et Kame Sennin, ben, tout simplement, en tant que grand guerrier, il avait ce besoin-là de défoncer Goku à sa pleine puissance, de l'écraser, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que Jiren s'est dit, envoie-moi ce que tu as de mieux, je vais le défoncer. Mais en même temps, dans un contexte de tournoi du pouvoir, je ne trouve pas cette logique-là très correcte. Moi, je veux bien que Jiren soit loyal au combat, un petit peu comme Hit le serait. Mais alors, j'imagine Jiren lui dire, non, je ne te laisserai pas faire une attaque qui va prendre, je sais pas combien de minutes à rassembler de l'énergie. Viens te battre, on en finit avec nos points et vaincra celui qui est le plus fort, mais va pas me chercher des attaques où il faut attendre 15 jours que tu la charges. En tout cas, ça a été le cas dans cet épisode-là. Ça rend honneur au personnage de Jiren et ça montre aussi son courage parce que Goku aurait pu sortir une attaque 10 fois plus puissante que Jiren aurait attendu, vous voyez. Et derrière, bon, mais Goku se met à rassembler l'énergie de la vie parce que Genki, c'est ce que ça veut dire. Goku ne demande pas le ki des gens. Quand il fait un Genki-Dama, il demande leur Genki, c'est-à-dire l'énergie de la vie. C'est pour ça que même C17 et C18 sont capables de lui en donner, mais qu'ils ne peuvent pas lui en donner de manière illimitée. Parce que ce qui est illimité chez C18 et C17, c'est le ki, mais le Genki n'est pas illimité. C'est tout à fait logique, mais si vous voulez l'énergie de la vie, le Genki, c'est tout simplement lié à la partie vivante d'un être. En gros, dans votre tête, imaginez-vous que C18 et C17 sont composés à 50%, je dis le pourcentage au hasard, de parties humaines vivantes et de parties robotisées cybernétiques. Et que le Genki est lié à leur âme, si vous voulez, à leur partie vivante, et que leur partie de ki illimité, ben c'est grâce au Dr Gero, aux avancées de la cybernétique, de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que C16 n'aurait jamais pu participer à un Genki-Dama, parce qu'il n'a aucun Genki. C16 ne vit pas, juste il fonctionne, vous voyez, c'est ça la différence. Et en tout cas, très étonné de voir que Freezer y a participé, mais je pense que Freezer a des plans très très précis, et je pense que Freezer, pour le moment, de toute façon, et j'ai bien aimé la blague quand il a dit « Ah, ça me rappelle de mauvais souvenirs, etc. » Mais je pense que pour le moment, Freezer, même si je n'imaginais pas qu'il donnerait son énergie, mais en me posant 5 minutes et en réfléchissant, je me suis dit non, c'est normal qu'il participe. Freezer n'a strictement aucun intérêt pour le moment à se mettre contre l'univers 7. Il y a encore des gars trop forts pour lui, exemple Jiren. Et le fait d'aider Goku à venir à bout de Jiren, ça aide énormément les plans de Freezer. Parce que si l'univers 7 gagne, bon ben Freezer sera ressuscité si Goku tient sa parole. Et dans l'autre cas, si l'univers 7 se fait défoncer, Freezer peut trouver une faille pour se trouver de nouveaux alliés, pour tuer les ennemis de l'univers 7 qui auraient été affaiblis grâce à l'univers 7. Donc je pense que vraiment Freezer peut trouver des failles dans toutes sortes d'hypothèses, vous voyez. Et ça le met vraiment en position de favori dans ce tournoi, je vous le dis. Et du coup, j'ai l'impression vraiment que Freezer a tout intérêt à ce que Goku trouve une nouvelle forme, d'observer cette nouvelle forme. Et de toute façon, on va en parler par la suite, mais la nouvelle forme de Goku, je ne pense pas qu'elle soit exclusive à Goku. Je pense vraiment qu'un gars comme Freezer peut l'avoir, enfin pas forcément de la même manière, avec le même ki qui s'émane de lui et tout ça, mais je pense que quelque chose peut se faire sur aussi bien des Saiyans que des non-Saiyans. La preuve, Beerus maîtrise un petit peu cette forme de combat-là, et Beerus n'est pas un Saiyan, et les anges maîtrisent ce mode de combat-là aussi, ce ne sont pas des Saiyans. Je pense vraiment que c'est accessible à tous. Donc peu importe que Jiren soit affaibli, que Goku soit éliminé, ça arrangera les plans de Freezer, vous voyez, c'est ça qui est bon pour lui. Et bon, ben le Genki-Dama est finalement prêt, et ça grâce à l'énergie de énormément de monde, et même l'énergie de l'univers 7 sur le banc des éliminés. C'est assez choquant, mais les scénaristes s'arrangent comme ils veulent, et franchement les règles du tournoi du pouvoir, ils sont vraiment en train de se torcher avec. Désolé si c'est vulgaire, mais franchement c'est la vérité. On nous montre un livre de règlement de machin. Je veux bien que Zeno remanie les règles de temps en temps quand c'est cool, mais là ça va un petit peu loin. Mais bon, ça met du piment au scénario,
Et en même temps, ça permet aux scénaristes eux-mêmes de se trouver des astuces pour se faciliter la vie. Parce que le but derrière tout ça, c'est que les scénaristes à faire de bonnes histoires sans que ça soit trop difficile à gober pour nous. Du coup, j'ai bien aimé la petite remarque de Jin et d'autres Akaishin, mais en particulier de Jin qui dit ce combat-là vaut le coup d'être regardé. Il y a de plus en plus d'énergie qui est déployée. Les mortels, y compris Goku, le Genkidama machin, commencent vraiment à s'approcher du niveau des dieux de la destruction. Pour le moment, ils sont tous dans l'observation, mais après ils vont se chier dessus aussi. Et aussi, je trouve que c'est une belle mention spéciale que dans ce tournoi du pouvoir, les deux plus grosses techniques pour le moment de Goku, sans compter la nouvelle transformation qui n'est pas une technique, eh bien proviennent de un de ses anciens maîtres, c'est-à-dire Kaio du Nord. Et oui, le petit dieu qui ressemble à un cafard, etc. Eh bien c'est bien lui qui a appris le Kaioken à Goku, et c'est bien lui qui lui a appris le Genkidama. Rappelez-vous de la taille du Genkidama face à Vegeta et regardez ce qu'il est devenu, alors que là, il n'y a que l'énergie des participants au tournoi du pouvoir, il n'y a pas l'énergie de l'univers 7 ou des terriens ou quoi que ce soit. Et au passage, même Vegeta n'a pas donné son énergie. Franchement, il aurait dû, mais bon. Vegeta, soi-disant, il a voulu préserver son énergie pour défendre ceux qui viendraient s'en prendre à Goku. Bon, je trouve ça un petit peu ridicule, mais je pense qu'il y a des plans par rapport à Vegeta et que les scénaristes ne voulaient pas le fatiguer et qu'ils lui réservent un énorme combat. Et ça servait à rien d'avoir un Vegeta épuisé car il a donné son Genki et du coup ne pas pouvoir tenir dans un combat de grosse envergure. Donc oui, cette attaque de Kaio qui impressionne même les dieux de la destruction. Et c'est vraiment ce genre de choses qui m'ont rendu très nostalgique de penser à Goku petit, voilà ce qu'il est devenu, penser qu'il s'est entraîné avec Kaio, des attaques qui étaient cool mais qui n'allaient pas détruire des univers, des dieux, je sais pas quoi. Et aujourd'hui c'est possible. Tous ces petits enseignements qu'a recueilli Goku ici et là, ça marche et ça fonctionne très bien. Et ça j'ai trouvé ça énormissime. Et derrière, on a eu un choc de Genkidama qui était absolument magnifique, je trouve. Il faut bien se mettre en tête, mais une chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que l'énergie de ce Genkidama-là était très sûrement plus faible que celle du Genkidama face à Kid Buu. Même si à l'époque, les héros comme Gohan, Vegeta, etc. étaient moins forts que quand ils ont donné leur énergie maintenant. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous additionnez l'énergie de Gohan, Piccolo, Tenshin Han, machin de l'époque Kid Buu avec l'époque Dragon Ball Super Tournoi du Pouvoir, la quantité ne sera pas la même. Mais à l'époque, rappelez-vous de tous les terriens, les autres planètes, etc. qui ont donné leur énergie à Goku. Donc forcément, le Genkidama de l'époque était très largement plus puissant que celui que l'on a ici. Il faut aussi relativiser les choses quand on voit Jiren tenir cette attaque avec une seule main. C'est énormissime ce qu'il fait, c'est d'une classe incroyable et royale. Mais il faut penser que Jiren est en train de se battre contre presque tous les membres de l'univers 7, parce que par exemple Vegeta n'a pas donné son énergie, mais qu'il n'est pas en train de se battre contre tous les membres de l'univers 7, plus tous les terriens, plus tout un tas d'autres planètes. Vous voyez, c'est pas le même délire. Même si l'exploit reste gigantesque et on ne peut qu'applaudir devant la puissance incroyable de Jiren, ça c'est clair et net. Et derrière, Goku essaie de le pousser en Super Saiyan Blue. Alors là, vous avez bien raison, la poussée du Genkidama en Super Saiyan Blue est nettement supérieure à celle de Goku Super Saiyan 1 à l'époque face à Kid Buu. Là, c'est clair que ça n'a plus rien à voir. Mais derrière, il suffit à Jiren d'envoyer sa deuxième main et de repousser encore le Genkidama. Goku passe en Kaioken x10, mais ça ne fonctionne pas. Et on sent que, comme les spoilers nous l'annonçaient, ça sent très mauvais pour Goku. Et ce point-là marque la fin de l'épisode 109, juste pour information. Et bien du coup, sans coupure, on progresse dans l'épisode 110, et on en arrive sur la phase où Vermouth jubile, etc. Jiren maîtrise à 100% le Genkidama, Goku tente en Kaioken x20 mais ça ne marche pas, et après, que fait Jiren? Il repousse le Genkidama, juste avec sa force naturelle, avec ses yeux. Ça, vraiment, c'est du jamais vu, même si le Genkidama n'était pas de la puissance de celui face à Kid Buu, vous vous rendez compte de ce qu'a fait Jiren? Il n'avait même plus les bras tendus, il n'a envoyé aucune vague de ki, aucune pression d'air, tout s'est fait par... Un petit peu comme quand il a repoussé le Kamehameha en début de combat de Goku forme normale, avec son espèce de barrière naturelle, et bien avec l'énergie qui se dégage de lui, Jiren repousse le Genkidama simplement comme ça, sans le toucher, à distance, alors que Goku, lui, il envoie tout ce qu'il peut avec le Kaioken x20, tout ce qu'il a en lui, avec tout ce qu'il sait faire. Et on voit cette espèce de double pression des deux côtés entre Jiren et Goku Kaioken, et j'ai vraiment eu l'impression que Goku était au maximum prêt à lâcher, alors que Jiren, lui, presque, il rigolait, vous voyez. J'ai pas vu Jiren en train de transpirer, en train de trop forcer ou quoi que ce soit. Et du coup, encore une fois, mention spéciale à Freezer. Vous avez vu son regard quand il a vu cet échange de Genkidama? Il avait l'air encore très heureux de voir ce qu'il voyait. Donc je pense vraiment que tout ce qui se passe là est en train d'arranger les plans de Freezer d'une manière ou d'une autre, et que peu importe le dénouement de tout ça, ça lui servira. Pendant ce temps, Vegeta continue son rôle de protecteur en combattant Ribrianne, qui voulait s'en prendre en traître à Goku. Et derrière, on a la confirmation quasi totale, on va dire que c'est confirmé à 90%, que le mortel plus fort que son Akaishin, dont parlait Whis, serait Jiren. Mais c'est quand même bizarre, parce qu'il y avait cette histoire de bras de fer, vous vous souvenez? Whis nous avait dit que le mortel qui était plus fort que son Akaishin avait fait un bras de fer face à Beerus, et que Beerus avait perdu le bras de fer.
Or, dans le chapitre 28 de DBS, on nous apprend que c'est Kythera, la petite souris, qui a gagné au bras de fer contre Beerus. Moi, je trouve ça totalement illogique que le mortel plus fort que son Akaishin se trouve dans l'univers 4. Mais c'est vrai que cette histoire de bras de fer est étrange, mais après, l'un n'empêche pas l'autre. Beerus peut avoir perdu au bras de fer face à Kythera, et il peut avoir perdu au bras de fer face à Vermouth, ça ne change rien, vous voyez. Ça peut être les deux situations aussi. Mais une chose qui m'a marqué, c'est que Whis n'était pas sûr de quel est ce mortel. Il a dit c'est une rumeur. J'ai beaucoup aimé cette remarque de Vermouth disant oui, Jiren, lâche toute ton énergie, ta puissance, etc. Détruis Goku. Mais je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi, mais Whis se demandait si la rumeur concernait vraiment Jiren. Et je vous avoue que je suis autant dans le doute que Whis. Parce que hier, je vous ai présenté sur la chaîne la biographie officielle de Jiren qui a été révélée sur le site de l'Ato Animation, nous disant que Jiren était considéré comme aussi fort qu'un dieu de la destruction. On ne nous a pas dit aussi fort que quel dieu, on ne sait pas. Et surtout, il n'a pas été dit que Jiren était plus fort qu'un dieu de la destruction. Donc vous voyez, la Toei laisse ouverte pas mal de portes pour pas mal de pistes de scénarios, etc. Et ils font bien, hein, ça nous permet d'avoir des débats, des discussions, etc. Tout n'est pas figé. Et moi, j'ai envie de vous dire que j'ai pas trop envie de me casser la tête. Je pense quand même que c'est Jiren dont parle la rumeur. Mais on va dire que j'ai un petit 20% dans ma tête qui reste ouvert vers d'autres possibilités, vous voyez. Parce qu'une possibilité d'arc futur avec un mortel plus puissant, etc., ça peut être super intéressant. Sachant que, regardez, j'espère que vous n'allez pas considérer ça comme du spoil, c'est tout simplement une affiche promotionnelle par rapport à des figurines. Donc j'espère que vous n'allez pas partir dans la vidéo pour ça. Regardez l'image, elle a été révélée en même temps que l'épisode hier soir. De gauche à droite, on a Hit, on a Gohan, on a Goku, nouvelle transformation, Migate no Goku, on va en parler après. Et à droite, on a un personnage dans le noir avec un point d'interrogation, il est écrit Coming Soon dessus, donc arrive prochainement. Et l'image fait mention du climax Goku contre Jiren. Et là, ça laisse énormément de portes ouvertes. Quelle est cette personne-là? Est-ce un mortel? La silhouette ressemble énormément à Jiren, mais en version féminine. Regardez bien, le corps, il n'y a pas vraiment de muscles. C'est un corps assez athlétique et fin, et qui est très proportionné comme une femme, en tout cas comme un humanoïde féminin. Aurait-on une version féminine de Jiren, quelque chose comme ça? Une autre mortelle d'un autre univers encore plus puissant que ça? Enfin, je pense qu'il y a un truc avec ce machin-là. Pourquoi est-ce qu'on nous le cache? C'est que ça cache forcément quelque chose par rapport au scénario de la série DBS que la Toei ne peut pas nous révéler pour le moment. Là, je vous le révèle ici, mais j'en ferai peut-être une petite vidéo, histoire que tout le monde soit au courant de ça. Une vidéo qui durera 3-4 minutes, histoire que vous ayez bien l'image sous les yeux. Mais en tout cas, c'est dit aussi ici. Et derrière, j'ai énormément apprécié ce qui s'est passé avec le Genki-Dama, qui a commencé à disparaître, à former une espèce de singularité, un petit peu comme un trou noir. Sur le visuel, j'avais vraiment l'impression que cette espèce de boule noire avait une masse énorme, avec une très forte gravité, avec Goku qui tombait dedans un petit peu comme s'il était attiré, parce qu'il avait plus de force, et tout simplement il tombait. Et derrière, il y a une nouvelle forme d'énergie un petit peu noirâtre, qui s'est dégagée sous forme d'éclairs, etc., et de fortes lumières de la part de ce Genki-Dama, qui s'est remis à exploser d'une certaine manière. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans Dragon Ball Super qui proviennent de l'astronomie, par exemple là ici le trou noir. Avec ces éclairs noirs, ça me fait forcément penser à toutes les théories concernant l'énergie noire dans l'espace. Le système de multivers, il y a beaucoup de physiciens qui travaillent dessus pour savoir si c'est possible ou pas. Le système de timeline, de voyage dans le temps, donc la courbure espace-temps. Il y a vraiment des choses. Je me demande si Toriyama n'est pas un amateur ou un amoureux d'astronomie, enfin je sais pas, je me le demande. Ou un fasciné tout simplement, sans forcément être un grand théoricien physicien, hein, c'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, derrière, on a eu quelque chose de très classe avec la retombée, un petit peu comme une forme de neige de Genki qui était très intéressante. Une chose aussi que je dois vous dire, c'est que durant le Genki-Dama, on a vu le grand prêtre qui s'est mis à protéger les Zénos. Je pense que vous avez pas raté ça. Et on s'est dit, bon, ben c'est bien, le grand prêtre, beaucoup de théories et de prédictions de gens le soupçonnent de pouvoir être méchant, etc. Une chose assez drôle, et je vous laisse vous faire votre propre avis, c'est que cette scène, elle a été diffusée sur Fuji TV, donc au Japon. Elle a été mise en ligne sur les sites américains, Crunchyroll, Funimation, etc. Mais qu'elle a été ensuite supprimée de la plupart des sites de diffusion américains. Ça veut dire qu'ils ont enlevé l'épisode du site, l'épisode entier. Ils ont coupé la scène du grand prêtre qui protège les Zénos, et ensuite ils l'ont remis en ligne. Pourquoi? J'ai pas envie d'alimenter des théories du complot, je sais pas quoi, mais c'est quand même bizarre d'enlever cette scène. Est-ce qu'ils se sont dit non, c'est trop, il ne faut pas montrer le grand prêtre protéger quiconque ou quoi que ce soit? C'est un petit peu bizarre. Je ne vais pas m'étaler sur ça, mais voilà, je suis quand même curieux de savoir ce que vous pouvez en penser en zone commentaire. En tout cas, forcément, le faux moment de suspense pendant lequel tout le monde croyait que Goku était mort, machin. Mais derrière, comme le dit Freezer, on n'en attendait pas moins de Goku. Le sol se met à trembler, tout comme quand Jiren a power-up. Le monde du vide tremble aussi, ce qui est bizarre à comprendre comment le vide peut trembler.
Mais ça aussi c'est pareil, en astronomie on sait que le vide n'est pas forcément vide, il est composé de certaines choses. Je vous rassure, je suis pas un expert en astronomie, mais j'aime bien apprendre quelques trucs, et je suis très loin d'être un expert, donc je peux vous dire des conneries, mais en gros c'est à peu près ça. Et j'ai bien aimé cette phase où Beerus envoyait son amour à Goku, si je peux dire ça comme ça. On sentait que Beerus n'était pas content que le personnage de Goku puisse finir comme ça, et qu'il était super heureux quand Whis lui a dit « Mais Beerus-sama, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à dire ?» Et qu'il a dit « Oui, il revient ». Et j'ai senti cette forme d'espoir, ça m'a énormément rappelé des films un petit peu d'époque, comme les Rocky si vous voulez, encore pour rester dans le thème du match de boxe, le héros qui se fait laminer, qui est quasiment foutu, raide mort ou je sais pas quoi, qui se relève, qui revient pour un ultime combat. Et du coup tout le monde est ébahi par ce qui se passe. Goku se lève dans une lumière écrasante, il a perdu le haut orange de ses vêtements, le par-dessus, mais il n'a pas perdu le reste du dogi bleu, donc on n'est pas encore à ce que les images promotionnelles de Dragon Ball Super nous montraient de la transformation, parce que Goku devrait finir torse nu, et Jiren, toujours ultra courageux, fonce, il marche droit direct pour aller au combat contre Goku. Et là, personne ne sait vraiment ce qui se passe. La transformation de Goku, ou la forme, parce que pour le moment c'est plus une forme qu'une transformation, on va en reparler, tout le monde se demande ce que ça peut être, y compris les anges, c'est-à-dire Whis, et même le Daishinkan. Et du coup, d'une manière très classe, on voit Goku qui combat d'une manière... On n'a jamais vu Goku combattre comme ça, je sais pas si vous avez remarqué, les mouvements de Goku, là, quand il est transformé comme ça, ne correspondent pas du tout aux mouvements qu'il a déjà pu faire, à sa manière de bouger, etc. Sauf que, je sais que tout le monde est ébahi par les exploits de Goku, par la transformation, sa manière de combattre, etc. Mais avez-vous remarqué le fait que Jiren n'a pas eu de souci à bloquer même pas le premier coup de Goku? Même dans cette phase où Goku venait d'obtenir ce nouveau mode de combat, eh bien Jiren n'a pas tremblé, Jiren n'a montré aucun signe de faiblesse. Et il y avait toute cette mise en scène pourtant pour nous montrer à quel point le corps de Goku agit tout seul. On voyait que même Goku lui-même ne savait pas forcément ce que son corps était en train de faire, sa manière de réagir. On voit que Goku découvre petit à petit ses capacités et c'est cette nouvelle vision du combat qu'il peut avoir. Mais Jiren s'y adapte petit à petit aussi et ne prend pas forcément plus de coups que ça. En plus derrière, avec cette scène un petit peu façon vieux maître d'arts martiaux, quand Toppo et Dispo se sont mis à attaquer Goku, Goku les apparaît tous les deux. Les attaques de Toppo étaient inefficaces et je suis sûr que la vitesse de Dispo n'aurait rien pu faire. D'une manière assez classe, Goku arrive à esquiver les attaques de Toppo sans avoir à faire trop de mouvements. Vraiment, j'ai l'impression que son corps est parfaitement calibré pour esquiver et pour contre-attaquer et attaquer de la manière la plus efficace et avec le moins de déchets, c'est-à-dire il n'y aura pas de mouvement qui sert à rien. Du coup, on a cette scène, qu'est-ce que c'était classe, et là c'est vraiment à partir de là où je me suis senti comme si j'avais 12 ans devant le club Dorothée. Goku avec cette nouvelle forme, cette espèce de ki un petit peu multicolore, je ne vais pas parler d'arc-en-ciel parce qu'il n'y avait pas toutes les couleurs non plus, faut pas abuser, mais qui se met à essayer d'enchaîner Jiren dans tous les sens et petit à petit on sent que ça prend un petit peu parce que les pieds de Jiren s'enfoncent dans le sol, etc. Mais Jiren reste implacable et au final il arrive quand même à repousser un petit peu Goku de lui et comme le dit C17, on n'arrive pas à déterminer qui prend le dessus dans le combat, même si Goku s'adapte de plus en plus, il est de plus en plus rapide à la contre-attaque et il est de plus en plus surprenant dans ses attaques aussi. Au passage, c'est dans cette scène de combat là que l'on a eu tout ce qui était dans l'opening. Vous savez, quand Goku et Jiren se battent, etc., toutes les scènes étaient dans cet épisode-là, sauf que c'était pas forcément au même endroit dans l'arène et Goku était transformé. Alors que dans l'opening, Goku est en forme normale. En gros, ils nous ont un petit peu dupés. Et du coup, forcément, Vermouth s'en tient à ses deux touffes de cheveux orange et commence en tout cas à désespérer par rapport à la nette progression de Goku et comment Jiren peut être de plus en plus égalé à ce point. Et derrière, de manière synchronisée, on a le Daishinkan et Whis qui commencent à comprendre ce qu'est cette nouvelle transformation, le Migate no Goku, comme les appellent les Américains dans les sous-titres officiels. C'est vraiment la Toei Animation qui a écrit ça pour les Américains. Dans les sous-titres qu'elle fournit à Crunchyroll, elle a écrit Ultra Instinct, donc l'instinct ultra. Et pour le moment, forcément, il n'y a pas de traduction officielle en français, parce que la série sur Toonami, sur la chaîne française, est loin d'en être à cet arc-là, et on n'a pas du tout de tome de manga dans lequel il y aurait une traduction officielle. Mais du coup, le Migate no Goku, ça se comprend comme étant la technique de combat de Whis, dont il a reparlé à Vegeta en personne dans le chapitre 27, et dont Whis nous en a quelques fois parlé, aussi bien à Goku, etc., en expliquant que Beerus maîtrisait cette technique-là, mais pas totalement. Il la maîtrise plutôt pas mal, mais il y a beaucoup de ratés encore chez Beerus. C'est encore à perfectionner, sauf que la Goku la maîtrise à peu près totalement. En français, si vous voulez vraiment une traduction, on pourrait appeler ça la technique du mouvement inné, le mouvement qui est en soi. Les Anglais ou Américains appellent ça le self-movement, donc vous voyez le self. En gros, pour montrer que le corps peut agir et combattre par lui-même. Je pense que vous avez bien capté l'idée. Et derrière, si Beerus est si agacé que ça, c'est principalement pour deux raisons. La première, on s'en doute un petit peu tous, c'est que Goku est en train d'approcher des niveaux de Hakaishin. Et je ne pense pas que, dans cet épisode 110, Goku était supérieur à un Hakaishin, je ne pense pas. Je pense que ça va pas tarder à arriver, mais qu'on n'y était pas encore totalement. Tout simplement parce que, comme vous l'avez vu à la fin de cet épisode-là, Goku atteint ses limites,
Jiren a quand même été victorieux, Goku est KO, etc. Ah, et oui, bien sûr, j'allais oublier, mais les cris de Goku, on entendait sa voix, hein, bien sûr, la doublure japonaise, etc. de Goku, la CU, mais en même temps, on entendait des cris avec une voix très très grave. J'aurais pas dit de Ozaru, parce que le cri de Ozaru, c'est vraiment un cri de bête. Là, on aurait dit un cri d'un homme, mi-bête, vous voyez, une espèce de chimère, limite. Donc, à ce jour, je préfère le préciser, on n'a aucune explication sur pourquoi Goku avait ce cri-là. Est-ce que c'est juste le cri de sa volonté? Est-ce que c'est son corps qui s'exprime aussi à sa manière pendant qu'il tape, étant donné que son corps a acquis une certaine volonté à se battre par lui-même? En tout cas, une chose est sûre, c'est que selon moi, et je pense, on va en parler par la suite, qu'il manque encore un petit truc à Goku pour passer à un niveau supérieur. Mais du coup, quand même, ça embête les Akaishin de voir ça, parce que normalement, on va dire que cette technique de la maîtrise du combat inné, l'instinct ultra, etc., eh bien, on va dire que c'est un petit peu l'aboutissement d'un Akaishin, d'après ce qu'on a compris. Les Kaioshin ne sont pas forcément tous au courant de ça, on a vu que Shin ne l'était pas, mais que le vieux doyen des Kaioshin, lui, était au courant, donc c'est quelque chose de pas forcément très répandu chez les Kaioshin, mais en tout cas, tous les Akaishin sont au courant de ça, et c'est un petit peu leur rêve, en termes de combattants de leur niveau, de pouvoir en arriver là. Par contre, bien sûr, chez les anges, c'est un mode de combat qui est totalement maîtrisé à 100%. Whis ne peut pas dire en rigolant de Beerus qu'il ne le maîtrise pas, et se permettre de donner des leçons à Goku et Vegeta en leur disant faudrait le faire alors que lui-même ne saurait pas le faire. On a très bien vu que Whis agit par lui-même, et vous avez bien vu quand il se fait attaquer par Goku et Vegeta en même temps, Whis laisse son corps agir, et il esquive sans aucun problème, en fermant les yeux, enfin tout ce que vous voulez. Et encore une fois, on aura des plans sur Freezer qui est très observateur de cette forme de Goku. Et j'ai vraiment l'impression qu'on risque d'avoir un Freezer, je sais pas forcément une prédiction, mais presque, hein, vraiment. Je vous dis que c'est pas une prédiction parce que j'ai pas assez d'éléments, je vais pas me baser sur 3 images dans lesquelles Freezer fait des sourires en regardant un Goku, pour vous dire c'est bon, c'est sûr, il va le faire. Mais franchement, cette idée me chauffe pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en tout cas, l'explication que nous donne Whis, et Whis précise bien que ce n'est pas son explication finale, mais il pense que c'est à peu près ça. Donc je pense qu'on va avoir d'autres explications supplémentaires par la suite des épisodes de Dragon Ball Super, beaucoup plus de clarifications, etc. sur la transformation, ce que ça peut être, machin. Mais je pense que là, on a une bonne base à peu près sûre de la part de Whis concernant ce que ça peut être. Je pense pas que Whis était à côté de la plaque, sincèrement. En tout cas, il nous explique et le dit très clairement que Goku n'a pas absorbé le Genki-Dama. Je préfère le répéter, Goku n'a pas du tout absorbé le Genki-Dama. Je sais que énormément de gens sont allés sur les réseaux sociaux dire que Goku l'avait absorbé. Non, ça n'est pas le cas. C'est écrit noir sur blanc et peu importe la traduction, j'ai été vérifié chez toutes les teams de fansub, etc. Tous sont pareils. Donc il n'y a eu aucune erreur chez personne. Et du coup c'est cool parce que tout le monde a la bonne information. Du coup ce que Whis est capable de nous expliquer, c'est que le Genki-Dama, à contrario d'être absorbé, il a servi de déclencheur à Goku, et en fait d'une manière plutôt simple. En fait, c'est que quand Goku a perdu ses pupilles, qu'il a eu les veines, etc., qu'il y a eu cette espèce d'énergie noire qui est venue l'envahir, puis ensuite l'explosion lumineuse du Genki-Dama, Goku n'a pas arrêté de lutter pour s'en sortir. On nous a pas expliqué pourquoi, mais sûrement la volonté de sauver son univers, etc., de combattre Jiren, tout ce que vous voulez combiner. Ça a fait que l'esprit de Goku était suffisamment fort pour pouvoir lutter contre tant d'énergie. Et que même si Whis n'arrive pas à décrire correctement quel est le déclencheur exact, mais en tout cas ça a permis à l'esprit et au corps de Goku de se libérer totalement et de pouvoir faire en sorte de... Une fois que Goku est poussé à ses limites, l'aspect limite breaker, vous voyez, de la transformation de Goku, eh bien en gros il y avait un petit peu deux choix. Soit Goku meurt, soit Goku trouve une solution. Malheureusement, je pense que dans le cerveau de Goku, il n'y avait plus de solution, mais que le corps de Goku avait une solution, et c'est ce qui l'a sauvé. Et qui fait que temporairement, il pouvait atteindre cette forme-là. Donc voilà où on en est aujourd'hui, le 8 octobre 2017, concernant la nouvelle transformation Migate no Goku, Ultra Instinct Goku. On en est là. Sur les explications, on n'en a pas plus. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Et derrière, on a encore eu certaines scènes, justement par rapport à l'opening, quand Goku balaye son aura, sauf qu'au lieu d'être rouge, comme dans l'opening, c'était bleu. Allez savoir pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait ça dans l'opening. Est-ce que c'était juste pour nous faire parler, pour ne pas nous spoiler? Bon, c'était bizarre. En plus, je me rappelle, vraiment, ils nous l'ont fait à l'envers parce que je me rappelle, dans ma première vidéo d'analyse de l'opening, il me semble bien, si je vous dis pas de bêtises, hein, ça remonte à plusieurs mois, je vous avais dit, pour moi, c'est totalement illogique que ça soit rouge, ça devrait être bleu. Comme par hasard, ils nous le sortent, c'est bleu. S'ils nous ont pas pris pour des cons avec la couleur rouge, je vois pas ce qu'ils ont fait d'autre. Bon. En tout cas, c'est plus drôle qu'autre chose, je m'en fous, c'est pas un souci. Et derrière, on a des scènes d'une animation plus qu'exceptionnelle. Comme je vous ai dit, c'était les plus grosses têtes d'affiche du côté de la Toanimation en termes d'animateurs qui étaient sur l'épisode. Et dans cette partie d'épisode-là, c'était vraiment le haut du panier. Des animateurs qui coûtent très cher à la Toanimation, qui sont très prisés au Japon,
et qui agissent vraiment sur de toutes petites portions d'épisodes parce qu'on n'a pas vraiment le temps ni l'argent de les solliciter pour du travail un petit peu plus long que ça. Forcément, la Toei Animation a les moyens de dire à un mec comme ça, occupe-toi de superviser tout l'épisode, etc. Mais ça demanderait un temps fou, et surtout, je pense que le retour sur investissement ne serait pas suffisamment grand, commercialement parlant et financièrement parlant, pour tous ces producteurs côté Toei. Je pense que c'est ça l'unique raison du pourquoi est-ce que l'on n'a pas une si belle animation du début à la fin. Regardez-moi ce plan sur Goku, les contrastes d'ombre, etc. Je pense que c'est le plus beau style d'animation contemporain que l'on ait sur Dragon Ball. Et le combat s'enchaîne et reprend de plus belle, et Jiren se prend quelques coups, il faut bien le dire. Jiren se prend un coup de genou, Goku arrive à lui envoyer une vague de ki qui est étrangement bleutée, très très bleue, beaucoup trop bleue par rapport à ce qu'on connaît de Goku. Donc c'est plutôt intéressant justement de voir les nouvelles couleurs, etc. Et de se dire que l'on a un Goku qui est totalement différent de celui que l'on a d'habitude. Sur la couleur de ki qui est beaucoup plus foncée en termes de bleu, sur le style de combat, les mouvements, la manière de riposter, les poses de combat, plus rien ne ressemble à Goku. Mais dans ce dernier élan et dans ce coup de poing maximal de la part de Goku, Goku y a mis toute sa force, mais malheureusement, il était à ses limites. Et d'ailleurs, chose assez intéressante, et cet épisode-là, 109-110, va me faire réfléchir à beaucoup de choses et beaucoup de vidéos que je peux vous proposer. Parce que par exemple, Whis l'a fait remarquer pendant l'épisode et Jiren le fait remarquer ici, le corps de Goku émet une énorme chaleur. Et ça, pour le moment, ça reste inexpliqué. Jiren en a déduit que quand la chaleur était si maximale, était si forte, et bien que Goku avait atteint ses limites. Alors ça serait drôle d'imaginer que Goku à l'avenir retrouve la transformation et qu'il va falloir se la jouer thermomètre pour savoir quand est-ce que Goku a atteint ses limites. Mais sinon, en soi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est très compliqué. Sincèrement, je vais pas vous la jouer à vous sortir des explications alors que je n'en ai pas pour le moment. Mais en tout cas, je vous en alerte parce que je suis sûr que c'est très important cette histoire de chaleur. Mais Jiren n'a eu simplement qu'un power-up, il était entouré d'un ki rougeâtre, comment dire. Est-ce que magnifique c'est suffisant comme mot pour décrire à quel point c'était beau? Je ne pense pas. Goku lui venait de perdre sa forme, le ki disparaissait, les yeux redevenaient noirs, etc. Et Jiren lui, avec des plans, putain qu'est-ce que c'était beau, qui lui dit les Saiyans sont intéressants mais tu as atteint tes limites et maintenant c'est la fin. À ce même moment-là, où Jiren expulse totalement Goku, il l'envoie un petit peu valser dans les airs comme il avait fait avec Kale cette fois-ci, il y a Hit qui essaie de profiter de l'ouverture qu'aurait pu laisser Jiren pour essayer de porter un coup fatal sur Jiren. L'action est complètement folle dans ce combat-là. Cet épisode va marquer vraiment son temps, va vraiment marquer Dragon Ball, j'ai envie de dire. Avec Vegeta qui est observateur, je vous jure qu'on est en train de nous teaser des tas de choses. Vegeta qui observe et qui veut déjà, alors qu'il ne sait même pas ce que c'est, mais obtenir cette puissance-là, la puissance de Goku. Hit qui essaye de combattre Jiren, mais Jiren peut se faire tout le monde en même temps, on a l'impression. Avec Jiren qui lui dit « Assassin de l'univers 6, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et on a Hit qui lui répond « Je travaille ». Si ça c'était pas cool, je crois que c'était peut-être la réplique la plus cool de tout l'épisode. Et sinon, une chose qui est sûre, c'est que cette transformation, Goku va la réobtenir d'une autre manière. Il va pouvoir la remaîtriser un petit peu comme quand il a absorbé le SSJ God. Mais je me demande justement s'il n'y a pas une forme supérieure à ce que l'on vient de voir ici. Si je vous ai répété tout au long de cette vidéo que Jiren ne tremblait pas du tout, même face à la nouvelle transformation de Goku, et que même justement face à cette transformation-là, Jiren était quand même resté dans l'ensemble supérieur à Goku, eh bien je pense que c'est aussi du teasing pour nous montrer que soit Jiren sera battu par quelqu'un d'autre qui ne combat pas en utilisant la puissance pure. Quand je pense à ça, je pense, vous savez, des techniques particulières, des trucs spatio-temporels, des trucs psychiques, machin. Ou alors que Goku va obtenir cette transformation-là, mais d'une manière évoluée. Évoluée pourquoi? Parce que d'après moi, la nouvelle transformation de Goku ne lui a pas donné un boost de puissance si énorme que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Moi, ce que je ressens, c'est que le corps de Goku, il maîtrise justement ce self-movement, etc., le fait de bouger tout seul, tout ce que vous voulez. Donc forcément, la réactivité du corps de Goku, c'est limite, il y a zéro latence. Vous savez, comme sur un jeu vidéo, là, on parle du ping, le temps de réponse. Ben, en gros, chez Goku, c'est zéro. Vous voyez, le temps de réponse, maintenant, il y a une énorme amélioration. Mais en termes de rapidité et de puissance, j'ai pas l'impression que le boost soit si énorme que ça. Il y a eu un petit plus, mais pas comme la différence qu'il y avait entre le SSJ2, le SSJ3 ou le SSJ1, le SSJ2, vous voyez. Et du coup, la question se pose, est-ce que Jiren maîtrise cette façon de se battre? Encore une fois, l'épisode était très flou et ne nous l'a pas révélé, mais je ne pense pas. Tout simplement parce que Vermoud était étonné qu'un mortel puisse atteindre ce mode de combat aussi simplement, etc. Donc, ça met sur la piste que Jiren lui-même, malgré sa puissance, n'est pas arrivé à maîtriser ça. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que Goku, Magite no Goku, n'arrive pas à venir à bout facilement de Jiren? Ben parce que je pense que même si Jiren ne maîtrise pas totalement l'instinct ultra, je pense que la puissance de Jiren est tellement élevée, sa rapidité est tellement élevée que même si son corps n'est pas aussi bien contrôlé que celui de Magite no Goku, eh bien la différence de puissance est telle que Jiren garde sa supériorité. Donc voilà où je veux en venir. Si Goku obtient un power-up beaucoup plus conséquent en termes de puissance et de rapidité, et qu'il le mélange avec ce mode de combat
en mode Magite no Goku, je pense que là, à ce moment-là, il sera capable de donner une raclée à Jiren, pas avant. Et pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques, je vais vous donner un exemple. Imaginez que Krillin maîtrise cette forme-là, que l'on ait un Magite no Krillin. Parce que ce n'est pas une technique de Saiyan, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une technique que tout combattant peut maîtriser sous certaines conditions, c'est tout. Donc Vegeta pourrait l'avoir, enfin tout le monde. Mais on va rester sur l'exemple de Krillin. Est-ce que Krillin pourrait, dans ce cas, est-ce que Krillin pourrait battre Hit? Est-ce que Krillin pourrait battre Jiren? Est-ce que Krillin pourrait battre Vegeta? Est-ce que Krillin pourrait battre Piccolo? Ou est-ce qu'il pourrait battre Gohan? La réponse est non. Tout simplement parce que même si Krillin sait se battre aussi bien que Goku sait le faire, eh bien Krillin n'aurait pas la puissance et la rapidité nécessaires pour pouvoir en venir à bout malgré tout. Donc j'espère avoir été bien clair sur ça et partagez-moi vos avis en zone commentaire, peut-être que vous pensez l'opposé, mais en tout cas ne me dites pas juste je ne suis pas d'accord, là je comprends pas, il faut m'expliquer. Pas besoin de faire un roman de 2 pages, mais même si c'est 2-3 lignes, mais essayez de m'expliquer un petit peu, que je comprenne votre point de vue. Vegeta qui ne reste pas ici, qui va parler à Goku en lui disant mais c'était quoi ta transformation? Goku lui dit même moi je sais pas vraiment pour le moment, j'attends de voir. Et d'après ce que j'ai compris, Goku se téléporte ou alors il a été emporté par quelqu'un. Peut-être que c'est Freezer qui l'a emporté, en tout cas j'ai pas bien compris la scène mais c'est pas bien grave. Mais en tout cas il se retrouve nez à nez face à Freezer. Freezer qui a une attaque de ki chargée. Alors dites-moi en zone commentaire si vous pensez que Freezer est en golden ou pas. Parce que quand je le regarde j'ai l'impression qu'il y a certains reflets quand même un petit peu dorés sous toute cette couleur de mauve. Même quand je mets ce plan, j'hésite énormément. Est-ce qu'il est en forme normale ou golden? On pourrait penser qu'il est blanc, on pourrait penser qu'il est golden, je ne sais pas. Mais en tout cas, Freezer se retrouve seul, fait son regard ultra vicieux contre Goku et lui dit que ça lui rappelle l'ambiance sur Namek et qu'il se rappelle très bien justement de Namek en le pointant avec son attaque. Bon, sincèrement, je vais vous afficher l'image. Je pense toujours qu'il est trop tôt pour que Freezer puisse trahir Goku ou qui que ce soit de l'univers 7. Il le fera sûrement, mais pas pour le moment. Et je pense simplement que ça lui rappelle cette image-là. Je vais essayer de trouver une image de l'anime ou du manga, peu importe. Quand Goku avait soigné Freezer sur Namek, et que Freezer avait quand même tenté de tuer Goku ensuite, mais ça n'avait pas marché. Eh bien, je pense que Freezer va soigner Goku, pas forcément entièrement, mais au moins en partie, pour lui permettre de se relever, de pouvoir faire des petits combats, etc. Pas encore d'être au niveau de retrouver la transformation, je ne pense pas du tout, mais en tout cas d'être capable de bouger, de pas forcément rester au sol et d'être à moitié mourant. Et toute cette ambiguïté sur Freezer fait que au moment où il va trahir l'univers 7, personne ne le verra venir. Là, ça ne sert à rien s'il fait du mal à Goku, s'il l'expulse ou s'il le tue ou je sais pas quoi, ça sert à rien parce que bon, s'il le tue, il sera disqualifié ou détruit ou je sais pas quoi. Et s'il l'expulse, tous les autres de l'univers 7, Gohan, Vegeta, machin, vont lui tomber dessus. Ce n'est pas bon pour Freezer. Si Freezer a bien calculé ses plans et qu'il veut toujours trahir l'univers 7, il le fera beaucoup plus tard et ça va faire très mal. Et vous l'avez remarqué, il y a aussi plein de petits détails dont je n'ai pas parlé dans ma review, tout simplement parce que ça me demanderait encore beaucoup plus de temps. Mais pour vous donner juste un exemple, parmi tant d'autres, cet épisode était tellement rempli de détails. Mais Kitera, le Akaishin de l'univers 4, vous avez vu à quel point il pouvait être calme tout au long de cet épisode-là. Que vers la fin, je crois que j'ai vu un petit peu en sueur, mais rien de plus au moment du Magite no Goku, je crois. Mais sinon, tout le long, quand il y avait le Genkidama, quand il y avait tout ce que vous voulez, il était à moitié allongé, les bras derrière la tête, etc. Le mec s'en foutait complètement. Donc, soit Kitera est vraiment ultra confiant en Damon et Gamisarasu, vous savez, les deux petits insectes de son univers, qu'on ne peut pas voir sur le ring du tournoi du pouvoir, et que sa stratégie c'est de se dire qu'il laisse tout le monde se fracasser sur le ring, et que ces deux petits personnages vont rester dessus, personne ne les aura vus, et du coup il aura gagné un petit peu par la ruse. Ou alors il a vraiment une carte maîtresse mais qu'il nous cache super bien, parce que comment peut-il rester aussi calme que ça? Du coup les devins, j'en ai vraiment fait le tour de cet épisode de Dragon Ball Super, quoique j'aurais pu sincèrement vous en parler pendant des heures, même si cette review là est très longue par rapport à tout ce que j'ai pu vous proposer récemment sur la chaîne. La durée de cette review me rappelle un petit peu mes anciennes reviews, vous vous rappelez sur la chaîne au tout début il y a un an, elles étaient beaucoup plus longues que ce que je peux faire maintenant. En tout cas c'est avec un énorme plaisir que je vous ai parlé de tout ça. Si je ressens le besoin de vous faire des vidéos séparées, d'analyse en profondeur, de prédictions etc, je n'hésiterai pas bien sûr. Pour en être informé, eh bien vérifiez de bien être abonné à la chaîne, d'avoir la petite cloche aussi. Je vous en remercie déjà par avance. Les spoils d'épisode 111, le combat Hit contre Jiren, et d'autres spoils, épisodes 112, 113, 114 arrivent très vite aussi. Il y a beaucoup de choses en préparation pour la chaîne, aussi bien sur Dragon Ball Super, sur Boruto, que d'autres choses tout à fait nouvelles. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime pour soutenir ma vidéo, soutenir ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Merci énormément à tous pour ça. Prenez tout soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.